Isabelle Millet. 18h18, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le vice-président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, les DRH. Bonsoir Benoît Serre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct, d'autant que vous êtes au cœur de l'actualité, votre profession en tout cas, puisqu'hier le Premier ministre, en annonçant les nouvelles mesures qui vont concerner 21 millions de Français à partir de ce soir minuit, a dit ceci. Dans les prochaines semaines, toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent, poussent au maximum le télétravail, au moins 4 jours sur 5 en télétravail. C'est l'objectif qu'il faut atteindre et reconnaissons-le, beaucoup d'entreprises en sont encore loin aujourd'hui. Du télétravail, au moins 4 jours sur 5, dit le Premier ministre. Ça veut dire que ça n'était pas déjà le cas? On a l'impression que ça fait des semaines déjà pourtant que le gouvernement répète qu'il faut télétravailler au maximum. C'est le cas dans un bon paquet d'entreprises quand même, depuis au moins le mois d'octobre, et certaines d'ailleurs depuis le mois de mars quasiment. Alors pourquoi il dit ça le Premier ministre? Parce que les chiffres ont un peu baissé par rapport au maximum de télétravail qu'on avait connu dans le premier confinement. Mais il y a une explication assez rationnelle. Après, pourquoi 4 jours? Il faut se rappeler de l'histoire. En octobre-novembre, le gouvernement nous disait il faut 5 jours. Nous, on lui a très vite dit ça, c'est pas possible. Les gens n'en peuvent plus. Donc ils ont accepté. En janvier, on est passé à 4 jours. Donc on est content qu'il ait reconduit cette règle malgré les nouvelles restrictions. Alors c'est vrai que ça a un peu baissé, il faut être honnête. Je suis pas certain que ce soit pas la volonté d'être responsable. Mais il y a une réalité dans les entreprises, au-delà des déclarations publiques qui sont légitimes par ailleurs, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent de revenir. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, compte tenu de leurs conditions de logement, etc. Ça, c'est le côté salarié. Puis côté entreprise, il faut reconnaître que le télétravail a des vertus de productivité individuelle. Il y a un rapport récent, d'ailleurs, qui vient de le démontrer. Mais on le savait déjà. En revanche, ça a des défauts ou des vices en termes de productivité collective. Donc les entreprises doivent trouver... C'est-à-dire que vous travaillez moins bien ensemble, quoi qu'on en dise. Chaque individu travaille aussi bien ou mieux, ça on le sait depuis très longtemps. En revanche, il y a un moment où votre productivité collective, votre capacité à produire ensemble, est quand même atténuée par le fait que les gens sont à distance, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce travail à distance. Mais est-ce qu'il y a encore des patrons, des managers qui pensent que les télétravailleurs sont des fainéants? Malheureusement, oui. Il y en a encore qui pensent, j'espère qu'ils sont de moins en moins nombreux, qui pensent que quand on est en télétravail, on ne travaille pas, ce qui est pas exact en fait. Mais je crois aussi que ça vient pas forcément d'une sorte d'accusation que les gens ne travaillent pas, c'est que ça change profondément le système de management quand même. Et donc, vous avez des managers qui se retrouvent un petit peu perdus face à cette nouvelle manière de faire travailler les gens ensemble. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que même si on était au maximum de télétravail, ça représente guère que 30% des salariés. Vous avez quand même 70% qui sont soit au chômage partiel, soit en activité sur site. Et ces gens-là, on a besoin de les encadrer, ils font partie de l'entreprise. Donc il y a un enjeu quand même d'unité d'entreprise, que le télétravail vient un peu battre en brèche. Et encore une fois, on ne remet pas du tout en cause l'intérêt du télétravail dans la situation sanitaire dans laquelle nous sommes. Mais de là à dire que il y a une volonté des entreprises de ne pas mettre en place le télétravail, ça nous paraît un peu excessif. Vous parliez d'une perte de productivité dans ce qui est travail de groupe, et on peut le comprendre. Il n'y a pas moyen d'améliorer ça ? Petit à petit, on y arrive, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par les entreprises et par les administrations publiques d'ailleurs, pour former les managers à créer des nouvelles dynamiques de groupe malgré la distance, parce qu'on n'y est pas habitué. Vous savez que avant cette crise, la France n'était pas un pays très avancé en termes de télétravail, donc on a appris un peu en marchant. Alors aujourd'hui, on le fait mieux qu'on ne le faisait au mois de mars. Mais la différence avec le mois de mars, en revanche, et je pense que c'est un élément à prendre en considération, au-delà de l'épuisement des gens qui est pris en considération par les pouvoirs publics, il y a un autre aspect, c'est que cette perturbation de l'organisation du travail se pose sur une économie très fragile, donc des entreprises très fragilisées, qui ont plus que jamais besoin de dynamique collective pour essayer de sauver ce qui peut l'être, et de l'autre, des salariés épuisés, ce qui n'est pas du tout la même configuration que mars, où on se disait ça va durer 2 mois, et puis la dernière raison qui explique peut-être cet écart que déplore le Premier ministre, c'est aussi qu'on sait que ça va durer des mois. Donc nous, on pose des organisations qui sont censées être un minimum durable, ce qui n'était pas le cas en mars, on disait ça va durer 2 mois, puis après on va passer à autre chose. Donc tous ces éléments-là entrent en ligne de compte sur le terrain. Ouais. Et le terrain, nous, on ne peut pas ignorer quand un collaborateur nous appelle et nous dit moi j'en peux plus, je ne peux pas rester dans mes 20 mètres carrés, en plus en Ile-de-France, vous savez les difficultés de logement.
Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Vous n'allez pas lui dire, écoute, tant pis, débrouille-toi, reste chez toi. Non, vous lui dites, écoute, essaye de venir un jour et demi, on essaye d'arranger les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe si un employeur ne respecte pas cette règle des 4 jours sur 5? Est-ce que les entreprises peuvent être sanctionnées? Oui, alors la ministre du Travail, il y a plusieurs semaines, déjà avait annoncé un renforcement des contrôles qui a eu lieu. Comment ça se passe concrètement? L'inspection du travail vient chez vous, regarde si tous les postes dits télétravaillables, parce qu'il y a encore une notion compliquée à définir d'ailleurs, sont effectivement télétravaillés. Si elle constate que c'est pas le cas, elle vous fait une recommandation, donc c'est pas une sanction, en vous demandant une mise en demeure, en vous demandant de vous mettre en conformité avec les règles rapidement, et si vous ne le faites pas, alors vous avez un risque de sanction derrière. Mais pour l'instant, à votre connaissance, il n'y a pas eu d'entreprise sanctionnée. C'est ça qui est curieux d'ailleurs dans les affirmations du Premier ministre, c'est qu'en fait quand vous regardez, il y a eu extrêmement peu de sanctions. Ça veut dire que soit les entreprises respectaient, soit elles se sont mises en conformité très rapidement. Voilà, je crois que quand vous additionnez tout ce qui a été fait par les entreprises à la demande du gouvernement, la jauge, les masques, la distanciation, l'organisation des cantines, tout ça, il y a quand même un effort général qui a été fait. Donc c'est vrai que la phrase du Premier ministre était peut-être un petit peu maladroite hier. Vous évoquiez tout à l'heure, Benoît Serre, les conditions de vie souvent compliquées des télétravailleurs, en particulier en région parisienne. Est-ce que l'employeur a l'obligation de vérifier que son salarié a bien chez lui tout l'équipement nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions? Parce qu'on sait que ça a été un des problèmes majeurs du premier confinement. On a vu des personnes travailler sur une chaise pas du tout adaptée, sur un coin de table, sur un canapé. Alors ça c'est une difficulté particulière, parce que vous savez, quand vous êtes en télétravail, vous êtes sous le régime du contrat de travail. Donc l'entreprise va vous fournir les moyens de travailler. Mais les moyens, c'est quoi? C'est l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur, la connexion Internet pour y participer financièrement quand l'accord le prévoit, etc., etc. En revanche, il est difficile de la rendre responsable de la taille de votre salon, du confort du siège. Alors certaines entreprises, les plus grandes, qui avaient les moyens, ont fourni des sièges, ont fourni des bureaux, ont essayé de s'assurer, ont donné des conseils pour éviter les troubles musculo-squelettiques, enfin tout ce qu'on sait sur les mauvaises conditions de travail. Mais c'est difficile d'aller plus loin, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans l'intimité des gens sur les conditions et les moyens physiques dont ils disposent, ou dont ils veulent disposer d'ailleurs. Et sur les factures, je pense aux factures d'électricité, de chauffage qui ont explosé évidemment, parce qu'on est plus souvent chez soi. Comment ça se passe? Ça, c'est effectivement un sujet qui est en train de monter assez fort, parce que certains accords d'entreprise prévoient une sorte d'indemnisation mensuelle qui prend en charge une partie des frais afférents à la situation de télétravail. D'autres ne le prévoient pas. L'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre dernier le recommandait, mais ne l'oblige pas. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir des gens qui nous disent, mais attendez, au final, tout ça me coûte relativement cher. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de réglementation. La plupart des entreprises qui passent des accords, et vous savez qu'il y a eu près de 1000 accords télétravail qui ont été passés depuis le début de cette crise, prévoit quand même souvent un régime d'indemnisation. Ouais. Juste un dernier mot, vous évoquiez la détresse psychologique, la santé mentale qui est en jeu. Vous faites comment en tant que DRH dans ces cas-là? Comment est-ce que vous gérez ces cas-là? En fait, vous faites plusieurs choses. La première, c'est que vous essayez de mettre en place des systèmes qui vous permettent de maintenir l'unité de l'entreprise et de faire attention aux gens. Vous formez les managers à détecter les signaux faibles et à vous les remonter très vite, parce que ça peut vite déraper. Parce qu'on évoquait d'ailleurs les conditions de travail, vous avez aussi d'autres conditions quand vous avez des enfants en bas âge. Bien donc sûr. Les gens ont des horaires décalés, parce que les enfants rentrent de l'école et du coup ils travaillent très tard, donc ils sont fatigués. Et puis après, des logiques d'organisation du travail qui fait qu'on respecte ou on sacralise l'heure du déjeuner, parce que quelquefois il y a eu des dérives avec le télétravail. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Puis après, on recourt à la médecine du travail. Et puis, pour conclure sur ce sujet, c'est vrai qu'il nous est arrivé, et moi aussi, de dire à quelqu'un, écoute, reviens. Ouais. On sait que c'est pas la règle, mais reviens. Parce on imagine qu'en tout cas, c'est une lourde responsabilité aussi sur vos épaules. On a une responsabilité pénale, d'une certaine manière morale, sur la santé de nos collaborateurs. Et quand un collaborateur vous dit, moi je vais craquer, et que vous avez des signaux faibles qui vous font penser que c'est exact, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites revenir. Merci beaucoup. Merci en tout cas Benoît Serre, président de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Europe 1.